bonjour, bonjour à tous, bonjour et bienvenue, venez vite vous asseoir, merci d'être là, coucou. Merci à tous d'être là, c'est super de vous voir à nos côtés. Bienvenue aux personnes présentes ici, bienvenue à celles qui viennent de très loin. Petit coucou spécial à l'association Assise. Et surtout, bienvenue à vous en ligne. Vous êtes, je crois, très nombreux ce matin à nous regarder depuis chez vous. Merci beaucoup, c'est super de vous avoir avec nous. Merci, je crois qu'on est à peu près 1500 personnes d'après ce que je lis là, donc ça fait quand même pas mal. Vous êtes ici pour nous accompagner et participer avec nous à cet événement, cette journée spéciale Refashion Day, pour travailler, réfléchir et contribuer à la transformation de notre filière textile. C'est la deuxième édition du Refashion Day et cette année, nous avons fait le choix de confier la programmation et l'animation aux journalistes de Oui Demain. Oui Demain, c'est le média spécialisé qui met en avant les initiatives qui réinventent le monde. C'est un beau programme. C'est un beau programme qu'on va vous concocter aujourd'hui. Le thème de cette journée, vous l'avez compris, c'est la transformation. C'est l'enjeu crucial qui doit mobiliser l'ensemble des parties prenantes sur toutes les phases du cycle de vie. La production, la consommation et la régénération. Donc aujourd'hui, nous allons écouter, découvrir, confronter, débattre. Nous allons entendre parler d'éco-conception, d'industrialisation, d'innovation, de territoire, de réduction, de réparation et bien sûr de recyclage. Le parrain de cette édition, c'est le sociologue Jean Viard. Vous allez l'entendre tout à l'heure. Et moi, j'émets le vœu que son esprit positif et confiant nous inspire aujourd'hui, demain et puis, si possible, pour toujours. J'invite maintenant Éloi Choplin, qui va nous rejoindre. Bonjour Éloi. Bonjour Maude. Et Éloi va être notre animateur tout au long de cette journée. Éloi, je te passe la parole. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup Maude. Merci. Et nous avons maintenant le plaisir d'accueillir sur cette scène Véronique Rioton, députée de la première circonscription de Haute-Savoie et présidente du Conseil national de l'économie circulaire. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Bonjour à tous, Maude, Éloi, chers amis. Merci de m'offrir la possibilité de faire cette introduction pour aujourd'hui. Alors, j'ai été présentée comme députée de la première circonscription de Haute-Savoie. C'est un territoire qui est un territoire très dynamique, mais nos ressources sont contraintes. Et donc, dès mon premier engagement, ça a été une évidence que de venir travailler au développement durable pour évidemment essayer de changer nos façons de produire et de consommer. Donc, me voilà rentrée au cœur de l'économie circulaire. C'est une thématique que j'ai servie pendant mon premier mandat avec plaisir. J'ai été donc rapporteure de la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire. Et depuis, j'ai le plaisir de présider le Conseil national de l'économie circulaire. Alors, en tant que législateur, on est dans un écosystème qui nous invite finalement un peu à changer la vie des gens. En tout cas, c'est dans cette perspective que je me suis engagée. Et je crois que cette loi dite AGEC a vraiment structuré l'ensemble de la filière, l'ensemble de notre écosystème, et particulièrement fière en France de ce que vous êtes, en tout cas les éco-organismes. Je crois qu'on a une spécificité qui est toute nationale et pour laquelle j'ai le plaisir de contribuer assez régulièrement et d'être sollicitée à travers le monde pour relayer finalement ce modèle qui est le vôtre. Pour autant, il y a des défis qui sont importants, particulièrement dans votre filière. Avant la loi AGEC, finalement, le financement qui était le vôtre était très singulier. Et puis l'année 2023 va voir des changements importants à travers le financement qui jusque-là était uniquement sur la partie du tri. Et puis l'enjeu qui va être le vôtre de vous organiser collectivement sur la partie, évidemment, je pense à la collecte. Aujourd'hui, 39%, on a l'objectif d'aller à 50%. J'espère que les dispositifs qui seront financés permettront de l'efficacité. Et puis, si le tri est quelque chose que vous maîtrisez bien, soit par finalement vos associations, enfin tout l'écosystème et puis les business models qui sont autour du tri, il reste encore un enjeu sur la partie plus aval
de mon point de vue, mais je pense que c'est partagé par l'ensemble de notre écosystème, de dire que si on massifie finalement tout ce qui est de l'ordre de la collecte, de l'ordre du tri, sur la structure aval, on a aussi un enjeu qui est un enjeu de traçabilité, parce qu'on peut se réjouir d'avoir 91% peut-être de sujets qui sont à la fois collectés, redistribués, revalorisés. Mais on sait que beaucoup repartent à l'étranger et en tout cas, moi, j'ai le souhait qu'on arrive à mieux tracer pour que notre responsabilité collective sur notre planète, elle se fasse aussi avec ce textile qui part à l'étranger. Voilà, quelques mots peut-être d'introduction qui redonnent le ton du législateur que je suis, qui a contribué à un moment donné à la fois finalement dans la genèse de cette loi qui était la feuille de route de l'économie circulaire, cette loi AGEC, et puis aujourd'hui je fais ma 3e mission de députée, c'est-à-dire aussi contrôler l'action du gouvernement à travers ma présidence du CNEC. Donc je reste un acteur intéressé et mobilisé sur vos sujets, donc vous pouvez compter sur mon engagement pour continuer de vous soutenir et de soutenir vos projets en espérant que l'innovation et puis que la transformation de ce modèle-là trouve son efficacité et un business model qui se perdure. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une belle journée de travaux efficaces et puis au plaisir de vous retrouver. Bonne journée à vous. Au revoir. Merci Madame la députée. Merci beaucoup. Alors, il est temps pour moi de poser un petit peu les règles du jeu. Amis internautes, vous nous regardez d'où vous voulez, et vous avez bien raison. Et puis, amis ici dans la salle au Cercle d'Aumale que nous remercions pour leur super accueil ce matin et toute la journée. Cette journée, ça va être, Maud vous l'a dit, un moment important d'écoute, un moment d'échange, un moment de partage. On va avoir des tas d'initiatives, on va débattre, on va échanger. Vous allez échanger dans les temps informels également, les temps de pause. Vous aussi en ligne, vous allez échanger dans les temps de pause, puisqu'il va y avoir en fin de matinée, puis tout au long de la journée, des rooms particulières pour prolonger les échanges, les échanges entre vous, avec l'aide également de modérateurs, de personnes de Refashion. Que ce soit clair, tous les échanges que nous allons vivre aujourd'hui, on va les faire ensemble. Ce n'est pas juste avec moi, ce n'est pas juste avec vous, non, c'est tous ensemble, avec vos questions. D'ailleurs, tiens, j'ai un petit jeu, vous les internautes. Alors, je vais souvent m'adresser à vous en disant « vous les internautes ». C'est un petit peu dégradant parfois, mais c'est vous, madame, vous, monsieur, vous, bien sûr, derrière votre écran. Vous, dites-nous, là, sur l'outil, vous le voyez, l'outil où vous pouvez poser des questions. Utilisez-le, là, maintenant, ouvrez-le, et dites-nous d'où vous nous regardez. C'est pas mal ça. Dites-nous aussi comment vous allez. Tiens, puis s'il fait beau. Enfin bref, vous nous écrivez un petit peu. Et puis comme ça, on va avoir un grand panorama de tous les territoires, de là où vous nous regardez, où vous suivez cette grande journée. C'est donc dans cet outil que toutes les questions seront posées. Vous pourrez les poser. Rien ne sera jeté, bien sûr. Hein. On réutilise tout. Ça veut dire qu'on retraitera tout. On n'aura peut-être pas l'occasion de pouvoir répondre à tous. Mais après, avec les replays, bien après, on réutilisera tout, bien sûr. Rien ne sera jeté. Il y a un nuage de mots également. Alors, vous en ligne, mais vous aussi dans la salle, vous verrez tout à l'heure, je m'adresserai aussi à vous. Vous en ligne, il y a un nuage de mots. Vous pouvez rentrer un mot qui commence par « re ». Simple. Un mot qui commence par « re », et puis petit à petit, tout ça, ça va générer un grand nuage de mots qui commencent par « re », et puis nous aurons un champ sémantique assez large autour du Refashion. On va également vous poser des questions, on va vous faire jouer, vous dans la salle, vous allez voir, et puis vous aussi en ligne, vous allez jouer pareil que dans la salle. Vous voyez, c'est vraiment un événement hybride. Je serai complet, encore une fois, en vous disant que vous en ligne et vous ici au Cercle d'Aumale, vous pouvez, si vous avez ce super pouvoir, vous servir de votre téléphone pour tweeter, pour partager, pour Instagrammer, pour LinkedIner, pour Facebooker, enfin bref, pour partager sur les réseaux sociaux. C'est un super pouvoir parce que en 2022, quand il est encore un peu possible de pousser un peu d'intelligence, de prise de recul, de réflexion, tout en haut, dans ce qu'on appelle les tendances sur les réseaux sociaux, franchement, faites-le. Faites-le parce que vous avez cette possibilité. Donc ce serait bête de vous en priver avec le hashtag, bien sûr, Refashion Day. Le hashtag, il est là, ici, sur scène. Et puis le hashtag, il est également chez vous en ligne, sur Twitter. Refashion Day, partagez ce que vous voyez, partagez ce que vous entendez, bien sûr. Et puis engagez la discussion avec toutes vos communautés, comme on dit. Ce matin, on va explorer un mot-clé qui peut paraître simple,
vous êtes en première ligne pour le savoir, mais qui est aussi très complexe, et vous êtes tous aussi en première ligne pour le savoir, c'est celui de la régénération. Et puis cet après-midi, on va parler de conception, on va parler de liens, de territoires, d'échanges, d'initiatives également, et ensuite de consommation. Voilà, on va vraiment mettre les points sur les i sur pas mal de sujets et de mots-clés. Une grande journée très riche. Moi, j'ai fini, je crois, pour mes messages de service, mes petits messages subliminaux. Donc, vous partagez, vous allez être complètement acteurs de cette journée, et tant mieux. Il regarde notre pays dans le blanc des yeux depuis plusieurs décennies, à partir d'un certain nombre de signaux faibles, de clés de lecture. Il témoigne de son évolution, de sa transformation. On est allé le voir pour lui poser quelques questions. Quel regard porte-t-il sur les mutations en cours, sur la transformation lourde de nos habitudes, de nos rites de consommation et de nos rythmes également de vie? Que retirer de ces années d'accélération soudaine, d'accélération subite? Il est le parrain de ce Refashion Day, c'est vraiment un plaisir, un honneur de démarrer ces débats avec une prise de recul qui est signée Jean Viard, et c'est un sujet qui est allé tourner Sylvain Pérounal de Terre-Mer Prod à la Tour d'Aigues dans le Vaucluse, et on se retrouve juste après ça. L'appartenance de l'homme à la nature au départ, c'est qu'au fond, il y a une maladie qui est passée d'un animal à un humain et qui a complètement bouleversé l'humanité. Donc je veux dire ça, on l'a senti violemment, puisqu'on sait que ça s'est passé comme ça, très probablement. Et on sait aussi que ça s'est passé parce qu'on a tellement conquis de terre, dégagé de terre, etc., qu'on vit, on a une proximité avec les animaux sauvages, y compris, qu'il n'y en avait pas avant, parce qu'il y avait beaucoup moins d'humains et on occupait beaucoup moins d'espace. Donc ça, c'est la question derrière. Derrière ça, je crois que ce qu'on a tous compris avec cette pandémie, c'est que c'est une rupture dans l'histoire humaine. Demandez-vous ce qu'on se racontera dans 300 ans, que 5 milliards d'hommes se sont enfermés chez eux pour avoir le même comportement, investir les mêmes gestes, le masque, l'enfermement, le vaccin. C'est inimaginable, 5 milliards d'hommes. C'est-à-dire, d'habitude, on s'entretue. Et là, on s'est battu ensemble, contre un virus. Et donc ça, à la fois, si vous voulez, ça montre que l'homme est un animal parmi les autres, ce qui, dans le monde chrétien, est difficile à penser. Monothéiste, en réalité. Pour un hindou, c'est une pensée habituelle. Donc en Asie, c'est une pensée habituelle. Mais en Occident, non, parce qu'il y a la nature, la surnature, et nous, on est surnaturel, et la nature, c'est les autres. Donc là, on a une nouvelle époque. Au fond, on va dire, Descartes a perdu, et l'homme redevient un animal. Moi, je pense que la pandémie, c'est un lanceur d'alerte. On peut le penser comme ça. Si on le raconte comme un lanceur d'alerte, ça a été une grosse alerte. Il y aura 20, 30, 40 millions de morts. Ce n'est pas une petite alerte. Mais on a vu qu'on pouvait réagir par des pratiques culturelles différentes, par des pratiques scientifiques, par des débats, des observations. S'il n'y avait pas Internet, on n'aurait pas su. On a passé notre temps à observer les autres. Tout ça, c'est des outils qu'on a. Donc la question, c'est que si on a pu le faire une fois, on peut le refaire. Avoir le même comportement, avoir des imitations de gestes, de techniques, réinvestir sur la science. Et c'est pour ça que je dis que c'est un lanceur d'alerte. Au fond, c'est une petite marche qui montre que c'est possible que l'humanité se batte pour gagner. C'est pour ça que j'appelle ça une tragédie créatrice. Je pense qu'on va gagner la bataille contre le réchauffement climatique grâce à cette pandémie, qui, en respectant la tragédie et les morts qu'elle a données aussi, bien sûr. La dépense des gens en vêtements a énormément diminué. C'est un peu comme le fait de manger moins de viande et de boire moins de vin. Il y a des biens, non pas qu'on n'aime plus, mais qu'on ne consomme plus de la même manière. Par exemple, dans le vêtement, il est clair que toute l'économie du recyclage est devenue honorable. Moi, quand j'étais étudiant, on allait acheter des vieux jeans chez Moulet à Marseille, qui était le quartier pauvre. Il y avait déjà de l'occasion. Mais c'est parce que c'était des gens uniquement pour des critères économiques. Alors que maintenant, c'est très chic de dire « Ah, ma veste, t'as vu, elle a été portée 10 ans, mais t'as vu comme elle est belle ». C'est-à-dire qu'on incorpore l'usage dans la mémoire, on va dire, de l'objet, dans le récit qu'on peut construire. Et ce récit me permet d'avoir une identité. Donc ça me semble extrêmement important. Après, soyons pas naïfs, c'est qu'une partie du vêtement qui est comme ça. Et donc, mais il est clair que cette industrie, toute la question du vêtement, elle va se trouver confrontée à ça. Parce que, est-ce qu'on va accepter qu'il y ait des jeans qui fassent 7000 km pour aller mettre un bouton, etc. Enfin bon, toutes ces logiques-là, je pense que non. Donc on va revenir certainement, si vous voulez, l'économie va se restructurer en partie sur le local et en partie dans des économies amies. On a compris que l'idée d'acheter du gaz à des Russes avec qui on risquait d'être en conflit, c'est aussi absurde que si pendant la dernière guerre, on avait acheté des obus aux Allemands. Je veux dire, en principe, on essaye. Bon, et donc on va revenir à ce genre de choses. Et l'industrie textile va rentrer,
je pense, dans ces territoires, on va dire, d'économie amie. Donc ça, c'est des éléments qui vont changer les choses. Ce qui change en ce moment, si vous voulez, dans cette pandémie, c'est qu'au fond, la société des loisirs a gagné sur la société salariale. La société salariale issue du monde industriel. On va toujours être salarié, mais dans les codes sociaux qui sont ceux de l'économie du loisir. On peut prendre le short pour les dames, puis après le short pour les messieurs, dans le fait de ne plus mettre la cravate, etc. C'est-à-dire, en gros, le vêtement, le t-shirt prend une place qu'il avait avant. Tous les vêtements, le jeans l'a pris pendant une époque, mais après, maintenant, on est au short. Bon. Donc ça veut dire qu'au fond, c'est les codes du loisir qui occupent le corps, qui occupent l'espace public de la ville. Paris-Plage, 400 000 entrées. Qui aurait pensé à appeler un truc Paris-Plage il y a 30 ans. Paris-Plage, c'est pas une plage, on ne peut pas se baigner, donc c'est toujours une plage. Mais c'était un message, et les gens y vont, ils sont contents. Et là, on est dans la même logique. On va aller vers ce type de vêtements, qui sont des vêtements plus souples, qui sont des vêtements où peut-être que l'usure fera partie de leur charme. Et tous ces éléments-là, il faut travailler. Après, ça n'empêchera pas de mettre peut-être une cravate dans certaines situations. Donc, il ne faut pas penser que le monde va complètement changer. Mais regardez en ce moment ce qui se passe, c'est les filles qui mettent des cravates. Ont déjà changé de vie. 1 million de couples se sont séparés, 2 ou 3 millions de Français ont déménagé, 2 ou 3 ont quitté leur emploi. Aux États-Unis, c'est 48 millions de gens qui ont quitté leur boulot, et en Chine, c'est à peu près 10% des couples qui ont explosé. Donc c'est un processus. Je veux dire, un couple n'explose pas à l'instant T, parce qu'il faut déplacer les enfants des écoles, etc. On négocie, on discute, on essaye de le rattraper. C'est les entreprises, c'est pareil. Il va y avoir des faillites petit à petit, d'entreprises qui ont été boostées au crédit, qui vont essayer de se sauver. Une partie vont se sauver, pas toutes. Donc on est dans ce processus. Donc c'est pour ça, c'est un cheval au galop, on fait une photo instantanée. L'instantané, s'il y en a 5 millions qui ont déjà changé. Bon. Mais après, le cheval, il court encore, et on ne sait pas jusqu'où il va courir. En gros, si vous voulez, les très grandes métropoles, je pense qu'il y aura de moins en moins de gens qui y habitent. Par contre, on ira souvent. Ça, c'est un rapport tout à fait nouveau au territoire. Qu'est-ce que c'est une grande métropole? En gros, c'est un monde où il y a des étudiants, des touristes et des gens qui sont en passage. L'habitant, c'est les petites mains qui font tourner la ville. Il les faut, les caissières, etc. Mais sinon, les gens se diffusent dans la société. Vous voyez, tous ces rapports au territoire, ça modifie profondément les dépenses écologiques, évidemment. Si vous allez 2 jours par semaine en ville, vous polluez moins que si vous allez 5 jours par semaine, etc., etc. Donc on est sur l'ensemble de ces processus. Alors sur le vêtement, si vous voulez, c'est difficile de faire l'ensemble de trucs, mais regardez ce qui se passe, par exemple, pendant la pandémie. Les gens se changeaient moins, parce qu'ils n'étaient pas tous les jours au bureau. Regardez ce qui se passe en matière de soutien-gorge. Ça m'intéresse beaucoup au soutien-gorge, parce que pendant la pandémie, les dames ont été moins. Et donc elles demandent maintenant des objets très souples, qui relèvent plus du maillot de bain que du soutien-gorge, parce qu'elles ont gagné une liberté du corps, et elles le vivent comme une libération. Donc vous voyez, tous ces processus-là, il faut y être extrêmement attentif. On va vers un corps plus souple, moins normé, peut-être moins masculinisé, si je peux dire, en termes de codes sociaux. Et ça, c'est extrêmement... Il faut y être très attentif, c'est très positif. La raison d'être optimiste, c'est de se dire qu'on peut gagner le combat climatique. Franchement, il y a 2 ou 3 ans, je ne vous aurais pas dit ça. Je vous aurais dit, je ne sais pas si on va gagner le combat climatique. Je pense qu'on va le gagner parce que d'une part, on a revu que la science et la technologie étaient au cœur de la solution. Ce n'était pas la solution, c'était au cœur de la solution. On a vu qu'on pouvait changer de comportement culturel sur toute la planète en même temps. Je ne dis pas qu'on va tous s'enfermer pendant 30 ans, mais on pouvait changer de comportement, d'horaire, de vêtements, etc. On l'a bien vu, puisqu'on a accepté d'être enfermé, on a accepté d'être à côté de chez soi, de faire des grands voyages peut-être moins souvent, etc. Dans le tourisme, il y a beaucoup d'évolutions. Donc, si vous voulez, tous ces éléments font qu'effectivement, on se rend compte que l'humanité peut mener un combat commun parce que le climat, c'est une question planétaire. Ça n'a aucun sens de sauver le climat dans mon village. Il faut y contribuer, c'est important, mais je crois que ça. Et si vous voulez, en plus, la société, elle devient de plus en plus locale. C'est un couple, le monde de demain. C'est local et livraison. C'est, à mon avis, les 2 mots-clés. Donc, il y a ce que je peux faire sur place, et là, on peut faire beaucoup, parce qu'on va aller vers ce que les Américains appellent une économie forestière. C'est-à-dire, en fait, le fait que l'économie, c'est se dire que c'est comme une forêt. Il faut des grands arbres, des petits arbres, des buissons, des arbres morts. Et comment on densifie cette forêt? C'est ça l'économie, alors qu'avant on était sur des grands problèmes de chiffres, etc. Et ça, c'est une partie. Et la deuxième partie, c'est effectivement la révolution des comportements, qui est portée notamment par les grands médias, par le cinéma, etc., avec l'aspect négatif du complotisme qui peut casser les choses aussi. Et puis effectivement, la confiance qu'une économie bas carbone, c'est une énorme économie technologique qui est devant nous. Et il faut donc avoir... Et cette révolution s'accélère. La voiture électrique, elle est devant nous. On voit très bien que les majors du pétrole ne sont plus les rois de la fête. La question, c'est est-ce que c'est eux
qui vont porter la révolution, ou est-ce qu'il y a d'autres qui vont prendre la place, comme on a fait avec, dans d'autres secteurs, les avions, les fusées, tout ça, on voit des entrants qui doublent tout le monde. Là, la question, c'est est-ce que c'est les entrants, les dominants d'aujourd'hui qui vont porter, ou est-ce que ça va disparaître? Est-ce qu'il y en a d'autres qui vont naître? Mais je crois qu'on va mettre le paquet là-dessus, que l'intelligence artificielle va nous aider, mais effectivement, il ne faut pas tout miser là-dessus non plus, parce qu'on va avoir aussi des sociétés différentes. Mais en même temps, vous savez, moi je crois qu'il ne faut jamais arrêter le désir de l'humanité. Je crois qu'on est une espèce complètement folle, complètement... c'est insensé ce qu'on a fait par rapport, j'allais dire, quand on regarde autour de nous. Moi, c'est pour ça que j'aime bien habiter à la campagne, avoir des chiens, des chats, des moutons. Ça rappelle comment sont nos camarades, mais ils sont quand même très différents. Et donc, si vous voulez, c'est là où, du coup, on va se poser la question de comment on peut avancer avec la folie qui est la nôtre. Moi, je pense qu'on avancera. On peut applaudir Jean Viard, bien sûr, il n'est pas là, mais il est avec nous quand même.